Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire. L'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma, en abrégé ALG, sera transformée en agence d'exécution des projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel. La décision a été prise hier par les chefs d'État et de gouvernement de l'AES. Du 17 au 19 juillet, c'est le calendrier du Forum international de la diaspora, une initiative qui vise à renforcer le pont qui existe déjà entre le Mali et sa diaspora. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur et les partenaires ont dévoilé le programme à la presse. À suivre le sport avec la CAN féminine Maroc 2025, le Mali et le Ghana ont fait match nul hier, un but partout. Dans le dossier culture, nous ferons une immersion au centre d'Ombo de Ségou pour contempler le Bogolan avec les signes qui sont des expressions. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. AES, actualité. Les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma, en abrégé ALG, étaient réunis hier vendredi en vidéoconférence. L'information principale est la transformation de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma en agence d'exécution des projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel. Et pour ce faire, un administrateur provisoire sera nommé pour conduire le processus d'ici la fin de l'année. On fait le point avec Sira Bachili. L'addition stratégique du Sahel, l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma, ALG, se fond en agence d'exécution des projets et programmes de la Confédération des États du Sahel. C'est une allure au rythme des préoccupations de développement pour solidifier le bloc AES. La 8e conférence des chefs d'État de l'ALG en séance virtuelle a mis en exergue le contexte géopolitique de la région ouest africaine et apprécié les prouesses des États du Sahel en matière de lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décidé de capitaliser et de valoriser les acquis de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma au bénéfice de la Confédération AES. Général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma. Si nous avons décidé de cette transformation de l'ALG, c'est parce que nous avons des nouvelles orientations. Et parmi ces nouvelles orientations, c'est le rejet de toute imposition, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté de l'espace confédéral. Et par rapport à cette volonté d'affirmer la souveraineté de l'espace confédéral, par rapport à ce souci constant de répondre aux préoccupations de nos populations, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre l'accent sur le développement endogène. Le décor campé, un état des lieux de l'institution, a été dressé par la secrétaire exécutive sortante de l'ALG, l'une des anciennes organisations sous-régionales créées en 1970 et qui se fixait comme objectif une coopération transfrontalière pour un développement intégré du Mali, du Niger et du Burkina Faso. La lenteur dans les prises de décision au plus haut niveau n'a pas permis d'évoluer dans le temps. Cette 8e conférence propose donc une harmonisation des politiques de développement. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso. Prenons le domaine, par exemple, agriculture et élevage. C'est une filière importante pour l'autosuffisance dans nos États. Et nous jugeons que c'est un domaine où nous ne pouvons plus permettre à des partenaires d'intervenir comme ils le veulent. Il faut que tous ces paramètres, nous puissions harmoniser nos politiques pour pouvoir permettre à la future agence d'exécution de se caler de façon aisée sur le sillon qu'on aurait tracé dans ce domaine-là. Abondant dans le même sens, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, insiste sur l'esprit de souveraineté qui doit guider l'action publique.
Pour lui, il faut commencer à valider un certain nombre de projets conformément aux aspirations du peuple. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. Le fait même qu'on a transformé l'ALG en agence d'exécution au lieu d'agence de développement, effectivement, c'est pour garder cet esprit de souveraineté. En un premier temps, que nous transformons en agence d'exécution pour que nous-mêmes nous puissions vraiment valider nos propres projets. Et ces projets seront exécutés avec nos propres fonds. Quand vous regardez aujourd'hui, on est dans la bonne dynamique parce que quand on a eu à créer la banque d'investissement, il y aura aussi le prélèvement confédéral qui va servir de moyen de financement de nos projets. Donc ces projets ne nous seront pas imposés et les partenariats, ça dépendra de nous. Mais comme vous l'avez dit, pour un début, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Quand on va terminer avec le processus de création de la banque d'investissement et de développement, de valider un certain nombre de projets conformément aux aspirations de nos populations. Fidélité donc aux idéaux de l'AES avec des projets intégrateurs. L'ALG ainsi intégrée à l'architecture de la Confédération des États du Sahel devra permettre la mise en œuvre de programmes spécifiques de valorisation des ressources naturelles dont les trois pays disposent. Autre grande décision de cette 8e conférence, c'est la nomination d'un administrateur provisoire pour 6 mois chargé d'assurer le passage de l'ALG à une agence d'exécution. Un audit de l'institution sera également fait. Et dans le communiqué final de la conférence, les chefs d'État ont engagé les ministres en charge de l'ALG à prendre toutes les dispositions pour la transformation de l'ALG en agence, et cela avant le 31 décembre 2025. Et nous restons dans l'espace AES au Burkina Faso, ce chiffre qui rallume la fibre patriotique. Plus de 100 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté dans le cadre du Fonds de soutien patriotique pour la 2e session ordinaire de l'année en cours. L'information a été donnée hier par le Premier ministre en sa qualité de président du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Le reportage de Judy Kael Kafando de Radio Burkina. Sur une prévision annuelle de recouvrement fixée à 150 milliards de francs CFA, le Fonds de soutien patriotique affiche plus de 101 milliards 800 millions de francs CFA de contribution au titre du premier semestre de l'année 2025. Les prélèvements constituent la principale source de collecte avec plus de 57% au 22 juin 2025. Les contributions sur les bénéfices nets des entreprises constituent la deuxième source contributive après les retenues opérées sur la consommation des produits de la Sodibo. Les prélèvements sont suivis par les retenues obligatoires sur les salaires avec plus de 22% du total des encaissements. Au titre de la diaspora, c'est un montant de plus de 200 millions de francs CFA qui a été mobilisé depuis le 1er janvier 2025, représentant environ 22,43% des contributions volontaires. Ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils sont obtenus dans un contexte économique régional et international de plus en plus difficile, a indiqué le Premier ministre, président du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Pour Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ces chiffres montrent de réels motifs d'espoir sur l'atteinte de l'objectif annuel de recouvrement. La collecte au titre du premier semestre pour le Fonds de soutien patriotique a été essentiellement utilisée pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie, notamment les primes d'opération et alimentaires ainsi que la prise en charge sanitaire. À cela s'ajoutent les dépenses d'investissement importants et stratégiques pour la reconquête du territoire national. À la clôture de cette session, le Premier ministre a invité l'ensemble des Burkinabés à poursuivre cette œuvre patriotique pour un Burkina Faso digne et prospère. La prochaine session est prévue pour le mois de septembre prochain. Au Niger, le gouverneur de la région de Maradi a présidé les travaux de la rencontre d'identification des acteurs chargés de mener le dialogue inter- et intra-religieux. Le processus est conduit par le ministre en charge de l'Intérieur. Le point avec Maria Makeita de la radio du Niger. 2 jours durant, les représentants des 2 communautés religieuses de la région de Maradi, à savoir l'islam et le christianisme, auront à identifier, analyser sans tabou et proposer des solutions en guise de recommandation à l'issue de cet atelier portant sur la thématique « Agir ensemble pour une paix durable ». Organisé par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, cette rencontre permettra aux participants de partager leurs expériences et savoir-faire de la gestion de la sécurité, de la paix et la cohésion sociale, ainsi que des fléaux qui perturbent la quiétude sociale dans les villes et campagnes de la région. Occasion pour le gouverneur, le contrôleur général de police, Issoufou Maman, de dresser les stratégies développées par les autorités du pays face à l'ampleur de la situation. Face à cette situation déplorable, les autorités de la transition ont, à travers leurs représentants régionaux, civils et militaires,
développer des stratégies ayant abouti au renforcement sur le terrain des effectifs des FDS, des moyens matériels et logistiques, à la multiplication des forats sur le renforcement de la sécurité, la consolidation de la paix et surtout la collaboration entre les FDS et la population, au renforcement du dialogue entre les leaders communautaires et les autorités administratives et militaires des zones affectées. Le gouverneur a conclu en demandant aux participants en vue de leur rang social, de leur appartenance religieuse, à s'investir pour des résultats concrets au regard de l'intérêt et de l'enjeu de la question auquel le président de la République attache du prix. La première édition du Forum international de la diaspora se tient du 17 au 19 juillet prochain. En prélude à l'événement, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, initiateur du projet, a organisé une conférence de presse pour dévoiler le programme de la rencontre. Rencontre qui vise à renforcer le lien entre le Mali et sa diaspora. Le thème retenu est enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. On fait le point avec Mohamed Kayantaou. C'est à travers une conférence de presse que la première édition du Forum international de la diaspora FID a été lancée. Initié par le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur, le FID est un espace d'échange pour renforcer les liens économiques entre l'État malien et sa diaspora. Surtout quand on sait que la diaspora malienne est représentée dans 77 pays à travers le monde. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Les soucis que vous avez pour que cette forte contribution que les Maliens de l'extérieur font en direction de notre pays, dont la manne financière est évaluée à 700 voire 800 milliards de nos francs, ce qui dépasse largement, en tout cas, le développement. Je sais que vos soucis, c'est d'orienter cette manne vers des projets porteurs. Le Forum international de la diaspora se tiendra du 17 au 19 juillet prochain. Occasion pour les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali d'engager sa structure à apporter un appui logistique et faire participer les opérateurs économiques aux différentes activités prévues pour la circonstance. Quant à la vice-présidente du Conseil national du patronat du Mali, elle estime que l'événement permet de créer une approche coopérative entre le CNPM, l'État et la diaspora malienne. À ceci s'ajoutent d'autres partenaires comme l'OIM. Daniele Viviani, coordinateur des urgences à l'OIM. En tant que co-lead du réseau des Nations Unies sur l'immigration, l'OIM tient également à souligner que les coordinateurs résidents du système des Nations Unies au Mali, ainsi que plusieurs agences onusiennes, sont mobilisés également pour soutenir la réussite de ces forums. Dévoilant le programme du FID, le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur rappelle que ce rendez-vous est au cœur des priorités nationales. Moussa Ag Atayer. Votre engagement donc ensemble est un gage de succès et montre votre attachement à la cause de notre diaspora. Je souhaite également inviter tous ceux qui n'ont pas encore rejoint cette initiative à le faire. Ensemble, nous pouvons créer un impact encore plus grand et offrir des opportunités inégalées pour le développement de notre pays. Le ministre a ainsi invité la presse à soutenir cette activité qui porte sur les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. En Côte d'Ivoire, 3 responsables de la jeunesse universitaire du PDCI, Emmanuel Blé, Jean-Paul Djabia et Jean-Philippe Atto, ont été placés sous mandat de dépôt hier à la suite de leur interpellation mardi dernier. Selon un avocat du parti d'opposition, leur inculpation est liée à leur apparition dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux accusée de troubler l'ordre public. À ces poursuites s'ajoute celle du président du mouvement des jeunes du PDCI, inculpé la semaine précédente pour les mêmes faits. Au Cameroun, le président Paul Biya a signé hier un décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle prévue le dimanche 12 octobre 2025. Ce décret marque le lancement officiel du processus électoral. Les candidatures sont attendues dans les 10 prochains jours auprès de l'organe électoral indépendant. Entre la RDC et l'Ouganda, les postes frontalières de Bunagana et d'Inchacha ont été rouverts jeudi à l'initiative de Kampala, situé au nord-est de Ngoma. Ces points de passage étaient contrôlés par le groupe armé M23 en 2022 et 2024. Cette réouverture est perçue comme une victoire pour l'AFC M23, tandis que les autorités congolaises n'ont pas encore réagi. Au Brésil, en marge du 17e sommet des BRICS à Rio de Janeiro, l'Égypte et la Chine ont signé
3 protocoles d'accord de coopération financière. L'un d'eux prévoit le rapprochement entre la Banque du Canal de Suez et la China Africa Teda Investment Company afin de promouvoir l'usage du yuan dans la zone de coopération sino-égyptienne. Ces accords visent à renforcer les investissements bilatéraux et à soutenir une croissance économique durable. Les sports dans une poignée de secondes. Football CAN féminine Maroc 2025, le Mali chez le Ghana se sont neutralisés un but partout hier vendredi au compte de la deuxième journée dans le groupe C. Et puis en basketball, l'équipe nationale féminine U19 du Mali, championne d'Afrique en titre, ne participera pas à la Coupe du Monde prévue du 12 au 20 juillet prochain à Prague en République tchèque. On voit tout cela avec Fambrou Djourti. La 16e édition de la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans filles débute ce samedi 12 juillet 2025. L'équipe nationale féminine du Mali, championne d'Afrique en titre, ne participera pas à la compétition pour faute de visa. En effet, le pays hôte a refusé de donner des visas aux membres de la délégation malienne. Le président de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé, a tenu une conférence de presse ce vendredi pour édifier l'opinion nationale et internationale. Il est au micro de Salif Ouedraogo. Les Tchèques ont refusé qu'il fallait qu'on aille à Dakar. Mais pire que ça, le 3 juillet, notre ambassadeur à Dakar, Biro Diallo, a appelé l'ambassadeur tchèque à Dakar pour lui demander de donner l'autorisation pour qu'on fasse des visas à Bamako. L'ambassadeur tchèque à Dakar rétorque à notre ambassadeur Biro Diallo que non seulement elle ne donnera pas d'instruction à Bamako pour faire les visas à l'ambassade d'Espagne, mais que même si nous allons à Dakar, elle ne pourra pas faire nos visas parce qu'elle a 30 visas sous la main et elle n'a que 1 ou 2 agents consulaires pour faire les visas. Qu'est-ce à dire? C'est empêcher le Mali d'aller à cette COP de façon fallacieuse. Les enfants du Mali ont été sacrifiés sur un terrain géostratégique et politique. C'est le positionnement du Mali au niveau international qui fait qu'on nous empêche d'aller à cette Coupe du Monde. Il faut que FIBA réagisse. Ce n'est pas la première fois que l'équipe malienne rencontre des obstacles de ce type. En 2021, lors de la Coupe du Monde U19 en Lettonie, elle avait pu participer grâce à des visas Schengen obtenus via la Suisse. Cette fois-ci, aucune alternative n'a pu être trouvée. L'équipe féminine du Mali sera donc absente du mondial de basketball U19 édition 2025. Football, CAN féminine au Maroc, les Black Queens du Ghana et les Aigles dames du Mali se sont neutralisés un but partout. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Berkane, Assa Soumaré et Oumar Traoré. Ce sont les Ghanéennes qui ouvrent très tôt les hostilités avec Alice Koussi à la 6e minute. En première période, les Maliennes n'ont réalisé qu'un seul tir non cadré, 1-0 pour le Ghana à la mi-temps. De retour sur le gazon, les Maliennes se sont finalement reprises en égalisant grâce à Aïssata Traoré. On était à la 52e minute. À la mi-temps, les coachs nous ont parlé. Nous sommes réveillés, on s'est dit c'est le moment d'écrire notre histoire. On s'est donné la main. Après, toutes les filles ont pris conscience que la qualification s'est jouée aujourd'hui. Donc il ne fallait pas perdre ce match et ça se jouera à la dernière journée contre l'Afrique du Sud. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Le début du match a été difficile pour nous puisque les filles, à un moment donné, ont refusé de sortir. Cela nous a posé beaucoup de problèmes. Au retour des vestiaires, vous l'avez vu, on est encore revenu avec notre dynamisme. Il fallait coûte que coûte égaliser. Alors c'est venu également au bon moment. Berkane, Assa Soumaré, Oumar Traoré pour l'ORTM. Le match entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud s'est soldé par un score nul d'un but partout. À l'issue de la deuxième journée, dans le groupe C, l'Afrique du Sud reste en tête avec 4 points plus 2. Elle est suivie par le Mali, 4 points plus 1. La Tanzanie et le Ghana sont respectivement 3e et 4e avec 1 point moins 1 et 1 point moins 2. Lors de la troisième journée dans le groupe C, lundi 14 juillet, le Mali sera face à l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Ghana jouera contre la Tanzanie. Toutes les 4 équipes du groupe peuvent encore prétendre à la qualification, même si Tanzaniennes et Ghanéennes n'ont pas leur destin en main. La troisième journée sera donc décisive. Toujours football chez les dames, la 5e journée du Caridas du championnat national féminin du Mali se dispute ce dimanche 13 juillet 2025. Les affiches sont USFAS contre Amazon de la commune 5 du district de Bamako et Super Lion de Hamdalaï contre l'AS Mandé. Au terme de la 4e journée, l'USFAS est en tête avec 9 points. Elle est suivie par l'AS Mandé 7 points. Les Amazones de la commune 5 sont 3e avec 6 points. Les Super Lion de Hamdalaï ferment la marche
marche avec un petit point. La 5e journée pourrait être décisive en vue du titre des champions du Mali 2025. Si l'USFAS gagne et que la tenante du titre, l'AS Mandé, ne gagne pas, les militaires seront champions du Mali 2025. Elles qui ont remporté la Coupe du Mali il y a de cela quelques jours. Pour terminer, le tirage au sort du tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle de football du Mali a été effectué ce vendredi. L'édition 2025 du tournoi de la montée en Ligue 1 se jouera à Bamako. Le comité exécutif de la FEMAFOOT a constitué 2 poules. La poule A est composée du CF Balanzan de Ségou, de Tombouctou Football Club de la Ligue de Tombouctou, d'Arsenal Talent Sport de Koro de la Ligue de Mopti, d'Elwij FC de Kidal et de Derby Academy de Bamako. La poule B est constituée de l'association sportive de Kaï, ASK, du FC Malikoura de Koulikoro, de l'AS Douane de Sikasso et du Sony AC de Gao. Le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle de football du Mali pour la saison 2025-2026 se jouera du 19 au 31 juillet 2025 à Bamako. Page Mali Culture 2025. Direction Ségou pour parler des signes sur le Bogolan. Dans la société traditionnelle malienne, ces signes constituent de véritables moyens de transmission de messages de bonne conduite à la société de façon générale, aux épouses en particulier. Un véritable sujet de dissertation réalisé autrefois sur les pagnes Bogolan par les femmes qui y racontent souvent un pan de l'histoire du Mali. Pour en parler, Ramata Konaté et Karamoko Traoré nous plongent dans l'univers des idéogrammes sur le tissu Bogolan. Suivons ensemble. Loin de simples dessins, les signes ou idéogrammes sur les pagnes Bogolan constituent de véritables sujets de communication dans la société traditionnelle malienne. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. La ligne droite, ça veut dire Sratléné en bambara, le chemin droit. Et cela veut dire qu'il faut toujours prendre un chemin droit dans la vie. Et sinon, nous prenons le rond, on appelle ça couramment Sonyumani, la jolie maison. Ça symbolise non seulement la famille, ça symbolise également tout ce qui est précieux pour l'homme. On appelle ça Baka Kourchidjala, la ceinture de mon père. Cela symbolise en quelque sorte le courage. Les recherches poussées par Kassobane, un groupe de 6 sortants de l'INA, ont permis d'identifier 25 signes. Sur cet ensemble, 19 sont couramment utilisés dans les temps immémoriaux par les vieilles femmes. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. Ces signes ont été répertoriés par le groupe Kassobane. C'était vers les années 1989-1990 à travers le pays. Et c'est 2 grandes zones qui ont été visées où les Bambara utilisent couramment ces signes comme moyen d'expression sur des tissus. Le Bélédougou et l'interfleuve Bani, Niger. L'assemblage de ces signes sur un pagne traite d'un thème se voulant une leçon de vie. Et les vieilles femmes mettaient ce pagne dans le trousseau de mariage de leur fille pour un foyer stable, selon ce spécialiste, membre du groupe Kassobane. Sigimisen, qui veut dire une cohabitation difficile au sein de nos familles, parce qu'autrefois c'était de très grandes familles. Ces vieilles qui faisaient cette décoration ont dit pour faciliter la cohabitation, il fallait imaginer un thème qui rappelle tout le monde à l'ordre. Et c'est comme ça que ce thème est venu, Sigimisen. Parce qu'en regardant le thème, ça invite tout le monde à être en quelque sorte une personne ouverte aux autres pour que l'ensemble puisse passer la vie en paix. Malé Aminata Keita, formatrice au centre Benkadi de Pelengana. Sigimisen rappelle à l'épouse de prendre soin des parents de son époux comme ses propres parents, d'être serviable, de bien s'entendre avec les voisins pour une bonne cohabitation. Les vieilles femmes, à l'origine de la confection de ces pagnes avec des signes sur le Bogolan, y mettaient des leurs pour transmettre des messages. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. C'est un message qui est en rapport avec la polygamie. C'est une invitation des 2 coépouses à passer la vie ensemble sans difficulté. Les femmes faisaient ça pour transmettre, pour pouvoir maintenir en quelque sorte la paix au sein du foyer conjugal. Malé Aminata Keita, formatrice au centre Benkadi de Pelengana. Auparavant, les femmes faisaient les signes sur le tissu Bogolan en posant ce dernier sur une calebasse posée sur leurs jambes, puis dessinaient à l'aide de traces à lignes en fer ou bâtonnets. La confection d'un pagne pouvait durer une année. Mais aujourd'hui, ce travail est plus facile avec ces petits bidons en plastique. En raison de leur valeur et de leur place dans notre société, ces signes sont utilisés dans l'art contemporain. Toutefois,
Les significations sont méconnues par la nouvelle génération. Ce qui l'attire en ces tissus, c'est surtout le côté esthétique. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. On a un thème ici qui s'appelle Koubeda. Koubé, c'est l'administration en Bambara. Et ce tissu a été réalisé pendant l'époque coloniale par les femmes. Parce que lorsque le colonisateur est venu, les femmes ont fait un constat. Si on va chez le commandant, il fallait nécessairement passer par le garde. Donc c'était quelque chose d'étonnant parce que au sein de notre société, notre administrateur, c'est le chef de village. Et le matin, le chef de village ouvre le vestibule, tout le monde rentre, donc c'était un premier constat. Et le second constat est que ces Toubab avaient, au niveau de leur résidence, la porte était toujours fermée. Bon, tandis qu'au sein de notre société, le matin, tout le monde ouvre leur vestibule, ou bien le vestibule, et les personnes rentrent et sortent comme bon leur semble. Dans la société traditionnelle malienne, nous avons des mécanismes de transmission des valeurs comme ces tissus borolans avec des messages clés liés au travail bien fait, au vivre ensemble, à la tolérance, la paix, la cohésion sociale, entre autres. Des messages qui doivent inspirer les générations à perpétuer ces valeurs pour le renouveau du Mali, terre d'humanisme. Ségou Ramata Konaté et Kramogo Traoré pour l'ORTM. 9h25 au centre Ndombo de Pelégana. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré sur la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, Richard d'antenne Kani Keita. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.